Bonjour à tous. Dernière ligne droite pour ces élections municipales qui ont un goût un peu particulier. On n'est pas vraiment dans le cadre d'une campagne classique, si. Mais ça ne ressemble pas à une campagne classique. On peut dire que c'est une étrange campagne, cette campagne des municipales. C'est une drôle de campagne, une campagne étrange, comme il y eut jadis, comme le disait Marc Bloch, une étrange défaite. On peut dire qu'il y a presque une non-campagne, une campagne qui ne décolle pas, qui est sans vrai débat hypermédiatisé, sans souffle républicain cantonné dans les frontières des communes. Et pourtant, elles sont nationales autant que locales. Ces élections municipales le sont devenues locales depuis notamment 1977 et on tire en même temps des leçons des principaux résultats dans les villes de plus de 10 000 habitants. Vous n'avez pas l'impression qu'elles sont polluées, et le mot convient aujourd'hui? Oui, mais pour le coup, c'est pas des particules fines, mais des grosses particules, oui. Puisqu'elles sont tout à fait, le mot est bien trouvé, Jean-Pierre, elles sont polluées par les affaires. C'est ça. Par les affaires Buisson, par les affaires Sarkozy, par les affaires Taubira, et on a l'impression qu'il y a une juste, comme on dit en anglais, balance, un juste équilibre, si je puis dire, entre les affaires qui touchent la droite et les affaires qui touchent la gauche. Et il y a un véritable désenchantement de la part de l'opinion publique, et la question est de savoir quelles seront les conséquences de cette atmosphère délétère sur le vote. Y aura-t-il un vote sanction, et comment se traduira ce vote sanction? On peut penser que la première réaction, ce sera l'abstention, non ? Je crois qu'il y a deux options possibles. Il y a soit l'abstention, et la dernière fois nous avions 35% d'abstention, ça pourrait faire grimper à 40 ou à 45, voire à 50% d'abstention, ce qui est assez énorme pour des élections populaires, où on élit l'homme, le personnage le plus populaire, bien sûr. La proximité, la démocratie locale, la démocratie de proximité. Donc l'abstention serait l'expression d'une volonté de sanctionner, et peut y avoir également un report sur le vote bleu marine, sur le vote Le Pen, le désenchantement s'exprimant vigoureusement par une colère du bulletin, la colère du bulletin ayant les couleurs du Front National. Voilà, on a l'impression que le Front National n'occupe pas trop les médias aujourd'hui. Le Front National est dédiabolisé complètement par Marine Le Pen, et à tel point qu'on voit dans les sondages depuis 2-3 mois une certaine stagnation à des bons étiages, et ils n'ont pas réussi à avoir des listes dans toutes les villes qu'ils souhaitaient, mais dans les villes qu'ils souhaitaient, ils ont la conviction qu'ils pourront être présents et être présents au triangulaire du deuxième tour, voire au quadrangulaire. Il y aura quelques communes en Midi-Pyrénées, Stéphane, où on n'ira pas voter, et pour cause. Mais oui, notamment dans votre département, Jean-Pierre, dans ce Lot si républicain, oui. Il y a 5 communes: Carnac-Roufiac, Nadillac, Cusac, Laval-de-Serre et Sénaillac-La Tronquière, où il n'y aura pas de candidats. Et les Hautes-Pyrénées ont 2 communes où on retrouve ce cas de figure-là: Aspin-Or, 55 habitants, où vous aimez bien aller faire du ski. Pintac, 29 habitants, Pintac, oui. Et pas de candidats. Et puis dans le Gers, Courtiès, 47 habitants. On remarque que les communes qui n'ont pas de candidats sont des communes généralement à population extrêmement réduite. Extrêmement réduite. On compte sur vous, Jean-Pierre, pour réanimer le sens civique des communes du Lot. Oui, notamment Carnac-Roufiac, c'est à côté de chez moi. Mais cela étant dit, ça traduit aussi un manque d'engagement dans les oui, ça traduit villes. Effectivement un manque d'engagement et un vieillissement de la population. Le fait que les communes appartiennent de plus en plus, font partie de communautés de communes, qu'elles n'ont plus l'indépendance des choix budgétaires, l'indépendance des choix innovants, l'indépendance des choix fondamentaux, et que la commune existe plus dans l'intercommunalité qu'avant, seule et heureuse d'être seule. Cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on va voter pour le maire, et voilà. Puis il y a l'intercommunalité, qui sera à l'ordre du jour. C'est pour la première fois, les citoyens des communes, je dis bien de plus de 1000 habitants, voteront au suffrage universel direct pour leur conseiller communautaire. Voilà une nouvelle appellation, on en avait besoin dans ce millefeuille politico-administratif. Conseiller communautaire. Conseiller communautaire.
en même temps donc que pour les conseillers municipaux. Et jusqu'à présent, les conseillers communautaires étaient élus par les conseillers municipaux et parmi les conseillers municipaux. Donc les conseillers communautaires n'étaient pas élus directement par la population. Un peu comme pour les sénateurs. Ce qui montre que les communautés de communes auront plus de légitimité, plus de force qu'auparavant, puisque ce seront des élus au suffrage universel direct. Alors, on va avoir des grandes agglomérations qui vont être pilotées par ces élus communautaires, c'est ça, désormais les enjeux vont se situer à ce niveau-là. On voit d'ailleurs des cas de figure assez intéressants. Je prends deux exemples, un local, celui d'Albi, et un national, celui de Nancy. Eh bien, à Albi, le maire sortant, Philippe Bonnecarrère, ne se représente pas à la mairie, mais est sur la liste pour devenir président du Grand Albi. À Nancy, André Rossineau, comme tout radical presque immortel, donc ne se représente pas à la mairie après 30 ans de mandat, ce qui est convenable comme durée. En revanche, il va tenter de prendre la présidence de l'agglomération du Grand Nancy. On dit la même chose à Cahors de Gérard Miquel qui renoncerait à la présidence du Conseil général du Lot pour prendre la direction du Grand Cahors via la mairie de Saint-Cyr-la-Popie. Il faut voir que dans des villes comme Toulouse, comme Tarbes, comme Albi, comme Rodez, derrière l'élection uniquement municipale se profile l'élection communautaire, et c'est peut-être la communauté de communes et le Grand Rodez ou le Grand Albi qui seront plus importants pour l'avenir de ces villes que le conseil municipal lui-même. On reprend cette conversation avec le politologue Stéphane Beaumont dans 7 minutes. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot. Poursuivons à présent la conversation entamée à 7h15 avec le politologue Stéphane Beaumont qui, comme tous les lundis, est notre invité pour parler de ces élections municipales. S'il y a une personne qui s'est invitée dans l'élection municipale, c'est bien la femme, et législation oblige. Mais j'allais dire c'est la femme et également l'environnement, mais non pas sur le plan de l'écologie politique, mais sur le plan de l'écologie quotidienne, puisque vous venez de souligner que les particules fines ont envahi maintenant toute la France. Il ne faudrait pas que ça accroisse ce taux d'abstention au dimanche prochain, et en tout cas les gens seront très sensibles à tout ce qui est environnement et écologique pendant les derniers jours de la campagne, ce qui était un élément qui n'était pas prévu. C'est vrai que les Verts n'avaient pas particulièrement le vent en poupe à l'occasion de cette campagne. Voilà, à Toulouse ils sont crédités de 6 à 7 points dans les derniers sondages, et là on voit que l'activité gouvernementale et ministérielle, avec Philippe Martin, ministre de l'écologie, est intense et prend des allures d'opération de guerre, puisque dès aujourd'hui à Paris, il y a alternance de la circulation, et peut-être que c'est une mesure qu'on devra prendre sur la France entière. Ce qui est complètement nouveau dans une campagne électorale, c'est qu'un argument écologique devient une vie quotidienne sous la contrainte normale d'une volonté de ne pas être trop pollué. Alors, d'aucuns disent que ces mesures prises par le gouvernement dans la précipitation samedi, alors que c'est quand même toute la semaine dernière que la pollution était parisienne et qu'il a fallu attendre une semaine pour qu'on prenne une décision, alors qu'il paraît que demain, ça va s'améliorer sur Paris. Oui, ça dépend d'après les scientifiques des températures, et là, une nouvelle fois, le gouvernement fait la démonstration d'une sorte d'incapacité dans l'immédiat à prendre une mesure qui fâcherait. On veut se mettre tout le monde du bon côté, mais là, comme vous l'avez dit, il y a des dangers, et ce n'est pas catastrophique, mais c'est dangereux, et la manière dont ce sera géré aura un impact, bien évidemment, sur le premier tour des élections. On en revient à la première question que je voulais vous poser par rapport à l'entrée des femmes en politique. Il a fallu faire des listes où la parité est plus ou moins respectée. Oui, alors il y aura 20 000 femmes de plus qu'en 2008 qui sont candidates, et j'avais envie de dire 20 001 femmes. Pourquoi ? Parce que l'allégorie, la représentation de la République, c'est Marianne, et que Marianne est née à Puylaurens, pas très loin d'ici, et c'est son village natal, et donc il était normal que la République incarnée par Marianne permette aux femmes qui ont le droit de vote depuis 1944, une ordonnance de 1944 du général de Gaulle, puissent être candidates. Où peuvent-elles être candidates
légalement et obligatoirement. Elles peuvent être candidates partout, sauf que dans les communes de plus de 1000 habitants, avant c'était plus de 3500, aujourd'hui dans les communes de plus de 1000 habitants, eh bien, il faut respecter rigoureusement la parité, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, il ne peut pas y avoir plus d'hommes que de femmes, et c'est la raison pour laquelle on a une augmentation aussi considérable de femmes candidates. Je voudrais également signaler que les femmes se font remarquer, selon le ministère de l'Intérieur, par le fait que le candidat le plus jeune est une femme qui aura 18 ans le 22 mars, à la veille du premier tour. Donc et elle a fait à Mémont, dans un village du Doubs qui a 300 habitants. Et le plus âgé des candidats est aussi une femme centenaire de bientôt 103 ans, puisqu'elle est née le 14 mai 1911 et elle est candidate, vous devinerez où ? À Marseille. Bravo Jean-Pierre. Ah oui. Elle ne pouvait pas être ailleurs qu'à Marseille. Que du côté de la Canebière pour raconter, mais c'est une histoire. Mais la sardine n'a pas bouché le port. Oui, c'est une histoire vraie que vous nous racontez. Ah, là. oui, tout Mais à fait. Elle n'est pas sûre de terminer son mandat. Voilà, mais il y a une part d'aléa, qui sait. En tout cas, c'est 3 fois plus qu'en 2008. Et pour les villes de plus de 3500 habitants, nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas concourir sous l'étiquette de parti. Vous savez qu'il faut déclarer le parti auquel on appartient. On appelait ça, il y a une quarantaine d'années, les ALIM, A-L-I-M, Actions locales et intérêts municipaux. La plupart des candidats sont ALIM, si je puis dire. Mais ça, c'était du temps de Raymond Marcellin. Oui. Aujourd'hui, on est divers droite. Ou sans étiquette. Sans étiquette ou divers gauche. Mais en fait, à la préfecture, on refuse les sans étiquette. Il faut être divers droite ou divers gauche. Ce qui fait qu'on aura des résultats qui pourraient faire l'objet de contestations dans les commentaires et dans les classifications. Parce que dans certaines communes, difficiles de cataloguer. Oui, je pense à un département que vous connaissez bien, le Lot. Il y a des petites communes de moins de 500 habitants où on n'est pas divers gauche ou divers droite, on est radical chromosomique. Voilà. Oui, c'est une assez bonne définition. Je reconnais bien là le politologue. Alors, parlons un petit peu. On a, pendant ces 8 semaines qui ont précédé, examiné un petit peu les villes de notre région. Et c'est évident que lundi, à la même heure, Stéphane, on aura les yeux fixés sur certaines villes en particulier où l'enjeu est déterminant. Oui, on aura les yeux fixés sur des grandes villes comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Montauban, comme Tarbes et Pau. Donc toutes les préfectures et toutes les sous-préfectures, nous les suivrons de près parce que dans la plupart des cas, à 95%, il y aura un second tour. Dans la plupart des cas, il est possible que le Front National joue un rôle d'arbitre et favorise par sa présence ou par son maintien le passage de la liste de gauche et qui ferait donc du Front National l'allié objectif du PS. Et puis en même temps, il y a des villes qui semblent être prêtes à basculer à droite, parmi lesquelles Bordeaux, où on dit Juppé élu dès le premier tour, Pau, où on donne, les sondages donnent Bayrou élu au deuxième tour. Ça serait le grand retour de Bayrou, qui pour l'instant n'a pas de mandat, et qui serait enfin maire de Pau, et peut-être donc voie ouverte à une nouvelle candidature en 2017. Concernant Toulouse, c'est vraiment un très très serré, et je pense qu'à Toulouse, ça se jouera que Jean-Luc Moudenc arrivera en tête au premier tour et qu'au deuxième tour, ça se jouera dans un mouchoir de poche, comme la dernière fois, avec 1000 voix d'écart. Et donc, c'est de la mobilisation et de l'unité autour de Cohen pour Pierre Cohen et de la mobilisation autour de Moudenc dans une union déjà faite pour Jean-Luc Moudenc que dépendra la victoire. Je pense que nous aurons un écart de 1000 ou 1500 voix maximum. Faites un pronostic là, donc entre je me lance dans un pronostic. Oui, ça sera très serré. Ça sera sûr. Tout à fait très très serré. On a l'impression quand même que sur Toulouse, ces dernières heures, les choses se précipitent et il y a une forte mobilisation quand même. Hein. Oui, il y a une forte mobilisation. Les équipes de tracteurs qui distribuent des tracts sont de plus en plus nombreuses, implantées dans tous les quartiers. Et
Et demain, il y a un débat entre les différents candidats sur un de vos confrères télévisés. C'est sur France 3, hein, je pense. Non, c'est sur TLT. C'est sur TLT. Oui, oui. Et donc, la dernière semaine va être la semaine également des meetings. Et donc, cette dernière semaine devrait permettre à Jean-Luc Moudenc de faire comme en 2008, c'est-à-dire d'arriver en tête au premier tour. Est-ce qu'il arrivera suffisamment en tête pour créer une dynamique qui serait fatale à Pierre Cohen? C'est la grande interrogation. Il a eu l'appui d'Alain Juppé la semaine dernière. Il a eu l'appui d'Alain Juppé, ce qui est un appui important, d'autant plus que Alain Juppé apparaît comme Lazare ressuscité après les affaires. L'homme qui pourrait conquérir l'Élysée. Voilà, l'homme qui pourrait conquérir l'Élysée et qui apparaît comme un sage. Et c'est un apport important pour Jean-Luc Moudenc que cette visite d'Alain Juppé, qui a été également voir et soutenir François Bayrou à Pau. Donc il tient pas mal à ce que l'Aquitaine puisse basculer et les grandes villes de Midi-Pyrénées. En revanche, on va s'intéresser à Montauban, dont la situation de Brigitte Barège est préoccupante. La gauche pourrait reconquérir Montauban ? Ça dépend des chroniqueurs et des observateurs. C'est très difficile à dire parce que Brigitte Barège a emporté Montauban la dernière fois avec 126 voix d'avance, ce qui montre qu'à Montauban, les duels sont toujours très serrés et que c'est là aussi la mobilisation qui va faire la différence entre les deux listes, celle de Garrigue et celle de Brigitte Barège, en sachant que Brigitte Barège est une sacrée combattante et que Jean-Michel Baillet, lui, soutient activement la liste Garrigue. Et donc, on a d'ailleurs eu une édition de l'hebdomadaire Le Point la semaine dernière, un spécial consacré à Montauban et qui montre que l'écart sera très étroit et que le Front National pourrait avoir son rôle à jouer. Donc, pour l'instant, on peut dire 50-50 s'il y avait un sondage, et la marge d'erreur, c'est celle que l'électorat donnera ou non à la maire sortante. On continue à parler de ces élections municipales. On rappelle que c'est la dernière ligne droite avec Stéphane Beaumont dans quelques instants sur Présence. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région. Avec le politologue Stéphane Beaumont, nous évoquons ces élections municipales dont on rappelait qu'il n'y avait pas l'ambiance qu'on a connue par le passé, avec une explication. L'affichage sauvage est strictement interdit désormais. Oui, l'affichage sauvage qui a marqué nos villes et même nos campagnes pendant très longtemps n'existe plus parce qu'il est légalement interdit. Donc on n'a pas d'ambiance de campagne, on n'a pas les photos, les tracts, les affiches sauvages collées. Le côté partisan est un peu exclu. Le côté manichéen, le côté droite contre gauche. On a l'impression d'une drôle de campagne, une campagne soft, parce que finalement, il n'y a pas d'image, d'iconographie publique de l'intensité de la campagne, et c'est dommage notamment pour la participation. Alors justement, ce qui est inquiétant, c'est le taux d'abstention dont les premières statistiques, les premiers sondages montrent que les Français auront quelques scrupules à aller voter. Oui, il y a le taux d'abstention que j'allais dire normal, qui est de 20-25 points. Il y a le taux d'abstention de 2008 qui est un bon référent, qui était de 34-35 points. Et il y a là le fait que l'abstention pourrait être un vote sanction. Et les gens qui ne voteront pas FN pourraient s'abstenir. Et figurez-vous que parmi l'abstention, les sondages montrent quoi ? Ils montrent que ce sont les socialistes, les jeunes socialistes notamment, qui s'abstiennent le plus parce qu'ils sont désabusés. Ils sont désabusés par la politique gouvernementale et notamment par la politique à l'égard du chômage, à l'égard de l'emploi. Or, souvent dans les votes, on recherche des mesures concrètes qui satisfont une situation personnelle. Et la situation des sans-emploi, des chômeurs, les conduit à être
en dehors de la société et donc à ne pas participer au vote d'une manière volontaire pour sanctionner le gouvernement incapable de tenir ses promesses. On peut s'attendre à ce qu'un Français sur deux, dimanche prochain, ne se rende pas aux urnes. Ça ne serait pas une surprise, ça serait dommageable pour la démocratie locale, dommageable pour la démocratie participative, mais il y aura ensuite un second tour, mais généralement la participation au second tour ressemble à celle du premier tour. Il y aurait une participation légèrement plus importante au deuxième tour parce qu'il y aura une dramatisation des enjeux. Voilà. Néanmoins, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que quand on ne peut pas aller voter dimanche prochain parce qu'on a prévu d'aller à la pêche, à la chasse ou au sport d'hiver. À la pêche dans le Lot, notamment. Ou le sport d'hiver, c'est quand même compliqué le vote par procuration. Aujourd'hui, il faut se rendre à un commissariat de police ou à une gendarmerie. Et ça, oui, malgré la publicité faite à la télévision ou à la radio par le gouvernement pour l'utilisation d'Internet et avoir des papiers plus facilement, il y a toujours ces déplacements en gendarmerie ou en commissariat de police qui prennent du temps. Donc il faut prendre le temps de faire ces démarches-là pour aller voter. En même temps, ce vote par procuration est important parce que le vote par correspondance, pour des raisons de trucage ou de fraude, le vote par correspondance n'a plus lieu. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si l'on ne peut pas aller voter, il faut voter par procuration, bien se renseigner en mairie ou au commissariat ou en gendarmerie. Et l'affaire se fait quand même relativement vite, mais ça exige quand même un déplacement. Il n'y a pas de caractère automatique et on n'utilise pas. On peut s'en étonner. On n'utilise pas Internet et les réseaux sociaux. On paie ses impôts par Internet. Et aux États-Unis, on vote électroniquement. Voilà. Comment expliquer qu'en France, le législateur n'aille pas aussi vite que la technique ? Je trouve que le fait de déposer un bulletin dans une urne après être passé par l'isoloir est un rituel républicain auquel vous êtes très attaché. Je suis très attaché. D'ailleurs, je fais remarquer à nos auditeurs, à nos auditrices, à nos auditeurs, que François Mitterrand, en 1995, lors des élections présidentielles, n'était pas passé par l'isoloir. Et pour un président de la République sortant, c'était quand même quelque chose de fondamentalement anti-républicain. Et c'est dommageable aux sacrés républicains qui en prend, si je puis dire, plein la figure. Surtout quand on voit, moi c'est la première fois que je le voyais depuis le début de la Ve République, Madame Taubira, garde des Sceaux, quitter l'Élysée en vélo. Oui. Mais bon, il y a des nouveaux parcours cyclotouristes, il paraît. Élysée, place Vendôme. Oui, mais écoutez, en passant par la rue du Cirque. Mais ça, c'est une autre affaire. Néanmoins... Néanmoins, soyons plus sérieux. On peut quand même imaginer qu'un jour, on va pouvoir voter par Internet. Mais sûrement, on va arriver au système américain de vote électronique, de vote par Internet. Le propre de ce vote, ce qu'il faut régler absolument, mais je crois qu'on a les moyens techniques de le régler, c'est que le vote reste secret. Le vote doit être secret, il ne doit pas être public. Le vote de Jean-Pierre Allot, le vote de Stéphane Beaumont est le vote de Jean-Pierre Allot et le vote de Stéphane Beaumont. Et Beaumont ne doit pas savoir ce que Allot fait et Allot ne doit pas savoir ce que Beaumont fait, oui. à moins qu'autour d'une tasse de café, ils disent ce qu'ils ont fait. Mais dans l'acte même, il faut que depuis chez eux, ils aient la conviction qu'ils ne seront pas trahis par la technique et qu'on connaîtra éventuellement leur orientation politique. Merci Stéphane Beaumont, on se donne rendez-vous lundi dès 7h pour une édition spéciale avec les premiers résultats de ce premier tour de scrutin pour l'ensemble des villes de Midi-Pyrénées. Vous serez à mes côtés ainsi que toute la rédaction qui sera mobilisée pour la circonstance. Merci Stéphane.